Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de la deuxième saison du Coopérateur Audio. Je m'appelle Patrick Dupuis et je suis votre animateur. Pour cette deuxième saison, un nouveau segment a été ajouté à la fin de chaque épisode. Restez jusqu'à la fin pour découvrir cette nouveauté avec Andrea Renaud, directrice des affaires coopératives chez Solio Groupe Coopératif. Mais aujourd'hui, on fait un retour sur la saison 2024 en grande culture à la ferme SCJ Bérard à Saint-Barthélemy, membre de Novago Coopérative. Je suis en compagnie de Charles Bérard. Bonjour Charles. Bonjour Patrick. D'abord, peux-tu nous faire le portrait de ton entreprise? Dans le fond, nous, on est une entreprise de grande culture et volailles. On cultive sur environ 800 hectares, puis on élève environ 150 000 volailles par période. On est une ferme qui œuvre principalement dans le semi-direct, travail minimum du sol. Et puis, on essaie de travailler beaucoup avec les cultures de couverture et tout ce qui est en lien avec les bonnes pratiques culturelles qu'on peut faire. Quel type de culture tu fais? Tu m'as mentionné... On va faire du maïs, du soya, parfois blé d'automne, orge brassicole, azuki, puis haricots de conserverie pour Bonduel. Depuis combien de temps tu fais du semi-direct? Je te dirais, d'après moi, on a commencé peut-être pas une dizaine d'années, mais pas loin d'une dizaine d'années. Au début, c'était des parcelles d'essai. La moitié d'un champ semi-direct, la moitié d'un champ en travail conventionnel, à essayer de comprendre. On a vécu des grands échecs en semi-direct dans les débuts. Puis c'est de quoi on voulait vraiment avancer vers, parce qu'on croyait beaucoup à la pratique du semi-direct. On a continué à travailler dans ce sens-là. On a acheté un tasse résidu il y a environ 4 ou 5 ans pour essayer de vraiment assécher nos sols, principalement au printemps. Parce que avec les gros couverts de résidus de maïs, on avait de la difficulté à faire un beau semis dans nos retours de maïs. Dans les retours de soya, c'était pas un problème. On réussissait relativement bien à faire un beau maïs ou un beau soya sur nos retours de soya. Parce que la terre était belle, friable, puis bien asséchée au printemps. Mais sur les retours de maïs, on avait tout le temps de la difficulté à avoir un beau semis parce qu'on était souvent soit trop pressé, parce qu'on voulait le faire en même temps qu'un travail conventionnel. Fait qu'en fond, on a pris le tasse résidu lamoureux. Maintenant, à l'automne, on essaie d'en passer le plus possible à l'automne pour assécher, que la bande soit dégagée. Même s'il y a des feuilles qui se remettent dans la bande, c'est jamais autant comme si on ne le passait pas. Dans le fond, on passe ça à l'automne. Des fois, on le repasse au printemps, tout dépendamment de comment il y a des feuilles qui se sont remises, puis le temps qu'on a aussi, puis la météo. Si on vient sur la saison comme telle, comment ça s'est passé dans tes différentes cultures? On pourrait la qualifier comme pas mal de saison record au niveau des rendements. On peut parler selon moi, un 10 à 15% minimum plus de rendement que la moyenne des années précédentes. Oui, on a une saison de culture, je te dirais, pratiquement parfaite. On a eu de l'eau au bon moment. On a eu de la chaleur une bonne partie de l'été. Je dirais que ça a fait en sorte que les cultures étaient belles. On a eu peut-être un ou deux facteurs limitatifs, selon moi, qui nous ont peut-être un peu nuit sur les récoltes, tout dépendant des différents types de cultures. On a eu des grosses pluies, nous, ici, en août. On a eu surtout, je me souviens plus de la date exacte, mais on a eu un 200 mm qui est tombé en 24 heures. Ça a vraiment inondé certains champs. Ça a entraîné, dans le fond, des fortes accumulations au niveau des champs, surtout les champs en bas de la côte, parce qu'ici, à Saint-Barthélemy, dans le fond, on est comme sur 2 plateaux. Il y a un plateau supérieur où on a, je te dirais, peut-être 50% de nos superficies. Puis l'autre plateau est inférieur, dans le fond, et plus au niveau du fleuve. Malgré le fait qu'on n'est pas les plus basses terres qu'il y a à Saint-Barthélemy, mais c'est plus au niveau du fleuve. Fait que quand le plateau du haut s'est vidé d'eau, il a comme inondé le plateau du bas. Fait que ça a submergé certains champs, là, vraiment à grande partie. Il y a des champs qu'on voyait à peine le soya à la grandeur du champ, là, quand le soya avait 2,5 pieds, 3 pieds au mois d'août. Puis cette couche d'eau-là a amené beaucoup de limon sur les tiges. Puis ce limon-là est venu compliquer beaucoup la récolte. C'était très difficile sur les machines. Par chance, nous, dans notre entreprise, on n'avait pas tant que ça des terres qui étaient inondées. Là, je te dirais un faible pourcentage. On n'avait pas 5% des terres qui étaient comme ça. Mais j'ai des collègues et amis, dans le fond, qui ont eu des grandes superficies autres inondées. C'était beaucoup plus difficile. Donc ça a été les plus grands enjeux. Là, nous, je te dirais oui. Gérer l'eau. Gérer l'eau. Dans les cultures plus sensibles, comme on peut penser au azuki ou... aux haricots extra fins Bonduel qui aiment vraiment pas l'eau, c'était beaucoup plus difficile. Mais on compare les rendements qu'on a eu dans les haricots extra fins. Je pense qu'on est capable de gérer quand même vraiment bien l'eau avec le semi-direct. Et nous, en plus, on fait un couvert végétal avant le semis des haricots. Au peu près autour du 25 de mars, on est parti avec l'épandeur engrais. Puis on a mis du blé à l'intérieur de l'épandeur engrais. On a semé environ 100 km de blé de printemps à la volée sur le sol gelé quand la neige était partie. Le blé a décollé super bien. Je te dirais, quand on est venu le temps, peut-être 15 jours avant le semis, parce qu'on a semé à peu près mi-fin juin. Au début juin, on était brûlé le blé avec du glyphosate. Le blé était déjà en pleine épiaison. Il commençait son épiaison, le blé de printemps. Puis on a fait un brûlage. Puis après ça, on a semé les haricots extra fins directement dans ce beau pays-là.
Ça, je pense que ça aide beaucoup à la gestion de l'eau. Là. À chaque fois qu'il y a des fortes précipitations, ça peut aider parce que tous les canaux racinaires que le blé fait, ben l'eau est beaucoup plus facile à emprunter ces canaux-là. Je te dirais, on fait cette pratique-là depuis environ 5-6 ans dans les récoltes extra fins, puis ça nous réussit bien à tous les ans. Là. Ça, c'est les grands enjeux. Tu as parlé d'une très bonne année, malgré Oui. tout. Donc, est-ce que tes pratiques culturales, le type de travail de sol que tu fais, le semi-direct, par exemple, est-ce que ça a contribué à tes résultats? Dans un certain cas, je pense que oui. Ayant pas de terre ou très très peu de terre en terrain conventionnel, c'est difficile de comparer. Puis, tiens, on met une terre en terrain conventionnel, nous, en travail conventionnel, c'est pour en faire le nivelage ou le drainage. C'est le seul cas où est-ce qu'on travaille une terre, dans notre cas, nous. C'est pas nécessairement un retour de nivelage, c'est pas nécessairement notre meilleure année non plus. Dans le fond, même après un nivelage ou un drainage, un travail de sol plus sévère, c'est jamais là qu'on sort nos meilleurs rendements. En tout cas, nous, sur l'entreprise, c'est jamais là qu'on est capable de sortir nos meilleurs rendements parce que on a bouleversé la terre quand même beaucoup. Comment comparer notre semi-direct à un travail de sol, c'est difficile. D'après moi, on s'améliore avec le temps parce que notre structure de sol s'améliore beaucoup. Là. On voit, nous autres, on sème beaucoup de seigle en bande après notre école de soya. Dans le fond, on sème 2 rangs de seigle au 7,5 qui fait comme une bande de 15 pouces avec du seigle, puis une bande de 15 pouces sans seigle. Dans le fond, quand on vient le temps de planter, tasser nos résidus, arroser ou n'importe quoi, on roule tout le temps sur la bande où est-ce qu'il y a le seigle. Puis on sème dans la bande qui est dégagée. On fait cette pratique-là, je te dirais, depuis environ 4 ans. Avant, on semait du seigle à pleine terre, mais à cause de l'effet allélopathique du seigle et compagnie, on perdait beaucoup trop de temps au printemps parce qu'on attendait que le seigle soit complètement mort. Donc, si on faisait notre brûlage, mettons, autour du 5 entre le 5 et le 10 de mai, on ne pouvait pas semer notre seigle. Idéalement, c'est 10 à 14 jours après que l'effet peut être là. Fait qu'on se retardait notre semis d'environ une dizaine de jours. Donc, en le faisant en bande, on n'a plus cet effet-là. Fait qu'on peut quand même avoir la culture. Oui, c'est juste sur 50% de superficie, mais on se dit que c'est quand même bénéfique mieux que rien. Puis, tous nos passages, dans le fond, se font sur les bandes de seigle. Puis en même temps, le seigle nous permet de valoriser notre fumier de volaille qu'on applique à l'automne. Fait que, tu sais, il vient de capter, puis il nous le remet plus tard en saison, là où que la plante a le plus de besoin. Fait que, on voit que des bienfaits à cet effet-là. Puis, tous les canaux racinaires que le seigle apporte, notre maïs peut en bénéficier après ça. On pense aux mycorhizes, à tous les ifs. C'est notre maïs ou notre soya qui revient après ça, peut en bénéficier. Fait que, c'est toutes des choses qu'on pense que oui, le semi-direct apporte à aider, mais moi, je pense que les plantes de couverture aident notamment aussi à apporter un bienfait à tout ça. T'sais, notre maïs, on met un intercalaire dans pas mal tout notre maïs, que ce soit des radis, du trèfle ou du régras. On travaille beaucoup avec ça. Ça vient nous aider après ça pour l'année d'après. C'est mon travail de sol qui se fait via ces racines-là. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas tout le monde qui le voit comme ça. Il y en a qui me disent que ça a un coût. Oui, mais j'ai pas de coût d'usure de machinerie. J'ai pas de coût de... notre parc de machinerie est beaucoup réduit versus quelqu'un qui travaillerait le sol au complet. Ça me prendrait un homme minimum à temps plein juste pour travailler le sol au printemps puis quasiment à l'automne aussi. Là, de plus que qu'est-ce qu'on a. Oui, on a encore un gros tracteur, mais on s'en sert uniquement pour les travaux lourds qui est drainage, nivelage. Sinon, on travaille des tracteurs d'environ 200 HP là, pour cultiver la superficie qu'on fait. Là. Donc, ces pratiques-là, est-ce que tu peux dire que ça contribue à la rentabilité de ton entreprise? Selon moi, ça aide vraiment beaucoup à la rentabilité parce que, on a un parc de machinerie, on peut dire, réduit. Ensuite de ça, beaucoup moins de frais de diesel et compagnie parce que quand on passe un tasse résidu, on est à, de mémoire, je te dirais 0.3 ou 0.4 litres à l'hectare pour passer le tasse résidu. Il n'y a jamais un travail de terrain qui va arriver là. Puis on fait des hectares à l'heure. Là. Nous, on marche tout en unité de 12 rangs. Fait qu'on amène 30 pieds de la fois. T'sais, on est capable de faire beaucoup d'hectares à l'heure, peu importe que ce soit en tasse résidus ou des pratiques comme ça. Oui, des fois, on est peut-être porté à mettre un peu plus de pesticides pour brûler les couverts, mais un couvert végétal n'est pas dur à brûler. Quand tu brûles un couvert végétal, tu peux aller à 0.7, 0.8 litres de glyphosate à l'acre. Fait que c'est pas difficile à brûler. T'sais, on n'a pas de méga dose massive à mettre pour détruire nos couverts. Puis en même temps, tu fais un ménage sur tes annuels que tu peux avoir au même moment. C'est quand même tôt en saison. Peut-être qu'on passe plus souvent, mais on passe peut-être avec des plus faibles doses à chaque fois qu'on passe. Je reviendrai sur une culture, l'orge brassicole. Oui. Tu t'es lancé dans ça en quelle année? Puis comment ça s'est classé cette année? On en fait depuis 2 ans. Dans le fond, on était avec Innomalt. L'année dernière, je te dirais qu'on a eu... C'était une année merdique. Là, dans notre région, nous, ça a été vraiment pas bon. L'année 2023 n'a vraiment pas été bonne parce qu'on avait eu beaucoup trop de précipitations. Puis, l'orge n'était pas de qualité. Toxines, pas pesante, pas de rendement. C'était une année oubliée au niveau de l'orge. On en aurait fait pour 2024 un orge de très belle qualité. Le poids spécifique était bon, le rendement était bon, belle qualité de grain.
Par exemple, on a 50% qui a été récolté avant la forte pluie du mois d'août, puis l'autre 50% a été récolté tout de suite après la pluie, parce que la pluie, dans le fond, le 200 mm qu'on a eu. Est-ce que la qualité est venue impacter un peu? Peut-être un peu, mais on a quand même fait attention au niveau de la récolte. L'orge était quand même relativement belle, mais ça va être à déterminer qu'est-ce qu'on va faire avec l'orge. À première vue, ils veulent pas le lot. On va voir qu'est-ce qu'ils vont dire avec deuxième avis. À force d'en faire, tu vas... On va peut-être se faire la main à essayer de la faire mieux encore. Exactement. Peux-tu peut-être nous parler un peu des semences que tu utilises et pourquoi? Si on peut parler du soya, on commence avec un petit peu, de plus en plus, on aime beaucoup le grizzly. Soya un peu hâtif pour notre zone, je te dirais c'est un 1.6 de maturité, ce qui est peut-être un petit peu plus hâtif que la normale de qu'est-ce que je sème. On l'aime bien parce qu'on peut disposer des fumiers quand même tôt en saison. Si des fois des petits correctifs de nivelage à faire sur un champ, ben, c'est un soya qui sort quand même relativement rapidement du champ. On peut penser peut-être au 15-20 septembre. Il y a encore des belles journées pour travailler le sol si au besoin. Puis il permet d'implanter soit un blé d'automne à l'occasion ou un super beau couvert végétal après la culture. Après ça, dans le fond, on s'en va avec des maturités un petit peu plus tardives, là, qu'on vise plus autour du 0.9 ou jusqu'à 1 de maturité ici dans notre région, ce qui est les pleines saisons. Puis on travaille avec ça. C'est quoi, j'ai beaucoup aimé cette année le Piranha. On a essayé le Piranha, c'est un nouveau soya, des beaux gros grains, belles tiges. Un soya avec beaucoup de potentiel. On continue avec Maris, Viper. C'est pas mal les deux autres soyas qu'on utilise, je te dirais, plus à grande échelle. On est majoritairement en semences Mesex, que ce soit dans le maïs ou dans le soya. Puis dans le maïs, c'est un peu pareil. Là, on commence avec 26,99, qui est comme un 2600 unités thermiques pour nous ici, qui est comme notre maïs saison normale. Là, c'est pas forcé, c'est pas hâtif. Puis on commence avec ça. Puis on monte 29,82 ou des fois 31,17 dans ces eaux-là, qui sont des unités un petit peu plus poussées, mais sans dire trop poussées pour la région. Là, c'est tout le temps récoltable, puis ça sort des bons rendements. Des fois, tu vas chercher un petit peu plus de rendement. Des fois, tu pars un peu sur la qualité, un peu poids spécifique et compagnie. Mais nous, on est avec un séchage à la biomasse, dans le fond, à l'eau chaude. Fait qu'on est capable de faire un séchage plus tranquillement du grain, qui nous permet souvent de remettre la qualité, gagner 2 ou 3 points au niveau du poids spécifique. C'est plus ou moins un enjeu pour nous, la qualité, on s'entend. On veut quand même une belle qualité de grain, mais qu'il soit un petit peu plus léger. On est capable de le ramener bien souvent, où ce qu'il faut l'amener pour le commercialiser, pour avoir le maximum pour nos grains. Peux-tu me dire 2 mots sur ton chauffage à la biomasse? Dans le fond, c'est une fournaise centrale qui est alimentée au copeaux de bois. On chauffe une partie des poulaillers avec ça. Dans le fond, on a 4 poulaillers, puis le séchoir à maïs qui est chauffé avec ça. Elle permet d'alimenter, dans le fond, le site principal de la ferme. C'est sûr que le second site qu'on a n'est pas alimenté par ça parce qu'il est une distance trop grande. Puis dans le fond, c'est des tuyaux d'eau chaude sous le sol. Fait qu'il y a quand même une limite de distance qu'on peut parcourir avec les tuyaux d'eau chaude. On a mis ça en 2017. On a fait l'investissement de ça. C'est une bonne pratique. Oui, qui s'ajoute un peu aux autres pratiques que tu fais. Oui, on essaie d'aller de plus en plus vers l'environnement, tout ce qui est environnemental, sauver les GES, crédit carbone et compagnie. Il n'y a pas encore de monnaie pour ça, mais est-ce qu'il va y en avoir un jour pour toutes ces bonnes pratiques-là? Peut-être, mais on le fait pas uniquement pour ça. On le fait parce que on croit au bienfait que ce soit la biomasse, c'est un poulailler, c'est beaucoup plus sec parce qu'il n'y a aucun gaz de combustion qui est mis sur le parquet. Dans le fond, tous les gaz de combustion sont sortis par la cheminée de la chaudière. On fait uniquement transférer d'énergie chaude. Fait qu'il n'y a aucun CO2, aucun rien qui s'en va dans le poulailler avec les poulets. Fait que c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins d'humidité dans les bâtiments. Puis ensuite de ça, dans le champ, que ce soit les plantes de couverture et compagnie, c'est le bienfait des racines, c'est le bienfait de tout ça. On capte du carbone, on capte de l'énergie solaire qu'on est capable de capter. C'est toutes des choses qui sont comme gratuites en tant que telles, mais qui nous aident, selon moi, beaucoup dans la direction où on veut aller avec l'entreprise. Là, Charles, comment tu vois l'évolution des rendements dans le futur? C'est une bonne question, Patrick, parce que dans le fond, si je me base un peu sur ce qu'on a vécu sur l'entreprise, je me souviens, moi, il y a à peu près 12 ans, quand je suis sorti de l'école, j'avais fait un test qui était maïs-soya de façon répétitive. On faisait 12 rangs de maïs, 12 rangs de soya, pour voir si l'impact de la lumière avait un impact sur le rendement du maïs. On avait sorti avec des bons résultats, mais j'avais jamais répété la chose en tant que telle. On avait vu des rendements de soya qu'on était vraiment agréable de voir à cette époque-là. On voyait du 4 tonnes hectare, on était « wow, c'est vraiment bon ». 4 tonnes hectare, je te dirais que c'est pas rendu facile, mais c'est plus un défi de l'avoir. On vise le 5 tonnes de moyenne sur l'entreprise, c'est ce qu'on vise. Cette année, on a eu des beaux champs à 5 tonnes, même un peu plus que 5 tonnes, de moyenne sur des grandes superficies. Le rendement, c'est la question, oui, est-ce que les 6-7 tonnes qu'on voyait cette année au capteur de rendement, pas la grandeur des champs, mais on a vu des belles pointes à 6-7 tonnes.
ces pointes-là, est-ce qu'on peut les espérer comme rendement dans 10 ans? Tu sais, qu'est-ce qui va nous apporter là? Moi, sur l'entreprise, on a remarqué qu'on a beaucoup diminué nos taux de semis de la population. On est autour de 110 000 plants à l'AUC semés dans les soya, tout ce qui est maturité autour de 1. Maris, Viper, Piranha, on est tous dans des semis autour de 110 000 plants. Est-ce que ça nous amène on fait des plants plus gros, plus robustes, qui branchent plus? Est-ce que ça nous amène le rendement plus facilement? Peut-être une partie. Le niveau du sol, où ce que nos sols avancent toujours sont toujours dans la meilleure qualité. Selon moi, on essaie d'éliminer la compaction, l'effet des racines dans le sol permanent, tout ça, c'est des choses qui nous améliorent dans nos sols, mais est-ce que c'est l'amélioration de nos sols ou est-ce que c'est l'amélioration génétique? Oui, la génétique, on sait qu'on gagne après 1 à 2% annuellement via l'amélioration de la génétique, mais où est-ce qu'on s'en va dans 10 ans, je ne sais pas. En terminant, qu'est-ce que tu prévois pour l'année prochaine? J'aimerais ça être couvert mes sols à 100% à l'automne. Là, je ne le suis pas. Tous les sols, dans le fond, j'ai aucun sol à nu. J'ai des sols qui sont sous les résidus, soit de soya, de maïs et compagnie. Mais je voudrais avoir un sol couvert vivant à 100% à l'automne. Ça, c'est un de nos défis qu'on a sur l'entreprise depuis quelques années, mais c'est tout le temps difficile. Date de récolte, il y a tout le temps quelque chose qui fait en sorte qu'il nous met des bâtons dans les roues. Il n'y a plus, on peut pas aller semer, on peut plus y aller. Il y a tout le temps quelque chose, mais de plus en plus, on essaie de rapprocher le semoir de la batteuse. C'est notre défi qu'on essaie de suivre un derrière l'autre. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut ce 9e épisode du Coopérateur Audio, en compagnie de Charles Bérard de la ferme SCJ Bérard. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, suivez-nous sur votre plateforme préférée, Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Si vous avez aimé l'épisode, vous savez quoi faire. Un cœur, un pouce en l'air, bref, laissez-nous un avis. C'était Patrick Dupuis et je vous invite à découvrir notre nouvelle capsule dans quelques secondes. Qui dit nouveau segment dit nouvelle invitée. Bonjour Andrea Renaud, directrice des affaires coopératives chez Solio Groupe Coopératif. Bonjour. On t'accueille pour la première fois à notre micro. Tu es avec nous pour la présentation du nouveau segment du Coopérateur Audio qui est produit en collaboration avec les affaires coopératives. Oui, je vous annonce que des capsules historiques sur les 100 ans de Solio Groupe Coopératif ont été produites. Chacune d'entre elles dure environ 3 minutes et survole des moments marquants de l'organisation, passant de la naissance de la Coopérative fédérée de Québec en 1922 jusqu'à son expansion pan-canadienne. Vous aurez donc le plaisir de les écouter à la fin de chaque épisode du Coopérateur Audio. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir la chance d'entendre ta douce voix à chaque épisode? Non, c'est l'historien Jean-Pierre Gérard qui sera notre narrateur. Il est également l'auteur du livre Solio Groupe Coopératif 100 ans de coopération. On espère que ce nouveau contenu vous en apprendra davantage sur notre belle coopérative et son histoire. Sans plus attendre, lançons la première capsule. Bonne écoute! Capsule 1. Contexte expliquant la naissance de la Fédérée. On ne peut comprendre la naissance de Solio Groupe Coopératif sans se transporter dans le temps et s'imaginer le contexte de l'agriculture au Québec au 19e siècle. Il s'agit principalement d'une agriculture de subsistance. Avec une exploitation de taille réduite, on sème, on a quelques vaches et des poules pour nourrir la famille. Menée par des personnes soucieuses de moderniser l'agriculture québécoise, vers la fin du 19e siècle, 3 initiatives vont paver la voie à cette transformation. Des syndicats de producteurs, composés de propriétaires de fabriques de beurre, vont mettre sur pied un service d'inspection et un service de professeurs-visiteurs qui encourageait l'amélioration des pratiques. De plus, à l'échelle de la paroisse, se constituent des cercles d'études regroupant des producteurs, donc une action très locale, micro. Enfin, on ne peut passer sous silence le rôle des écoles d'agriculture. La première ayant vu le jour à Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1859, suivie par celle de Saint-Hyacinthe en 1892 et Oka en 1893. Reste la question de l'organisation des producteurs. À l'exemple d'Alphonse Desjardins avec les caisses populaires, on va trouver l'inspiration des coopératives agricoles du côté du vieux continent, l'Europe. Le ministère de l'Agriculture, son équipe d'agronomes et son sous-ministre, Georges-Auguste Gigot, sont gagnés à la cause, des séjours d'études s'étant révélés fructueux. En 1908, on adopte une loi sur les coopératives agricoles. L'implication des agronomes, mais aussi un groupe de prêtres, notamment l'abbé Jean-Baptiste Arthur Allaire, stimule la constitution de coopératives, si bien que l'action de ce qu'on appelait alors des propagandistes
donnent des résultats spectaculaires. En 1920, on en dénombre 157. De ce nombre, 75% s'occupent d'achats en commun et environ 40% œuvrent à la vente des produits de leurs membres. La multiplication des coopératives suggère un certain nombre de se regrouper. Ainsi, de 1910 à 1914, 3 grandes coopératives voient le jour. La Société coopérative agricole des fromagers de Québec est constituée en 1910 et vise à contrer les intermédiaires qui écument les campagnes pour acheter le fromage à bon compte. Son gérant, Auguste Trudel, se rend en Angleterre pour y nouer des nouvelles relations d'affaires. Faut-il le rappeler, les Anglais sont friands de cheddar. Le comptoir coopératif de Montréal débute ses activités en 1913, notamment à l'initiative du procureur provincial des Jésuites, le père Alphonse Bellemare. S'inspirant d'un modèle en activité en Belgique, du nom de Barenbaum, la coopérative se concentre dans la vente de graines de semences, d'engrais alimentaires et chimiques. L'organisation loge sur la rue Papineau un jet de pierre du futur pont Jacques-Cartier. Enfin, l'année suivante, avec l'appui du sous-ministre Gigot, la coopérative des producteurs de semences de Québec voit le jour à Sainte-Rosalie avec l'achat d'un premier entrepôt, puis d'une meunerie. Elle utilise un crible permettant de débarrasser les semences des graines de mauvaises herbes, une innovation à l'époque. Ainsi, ces 3 initiatives porteuses ont contribué à solutionner en bonne partie les problèmes d'organisation du monde rural qui sévissaient au Québec à cette époque. Bien qu'elles aient été inspirées du modèle coopératif européen, les producteurs agricoles ont su les adapter, et ce, brillamment, pour répondre à leurs besoins criants.